Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et ce soir, je suis en compagnie de Vincent. Bonsoir Vincent. Salut à tous. Ça y est, I'm back. Enfin. J'espère que je vais remplacer honorablement notre cher Guillaume qui n'est pas là ce soir. Oui, Guillaume a une mission de babysitting ce soir, donc on le salue et on le retrouvera bien évidemment la semaine prochaine. Alors ce soir, semaine très simple, on va dire, côté cinéma. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Est-ce que c'est parce qu'on est en très grande proximité du prochain festival de Cannes? C'est possible, ouais. C'est possible. Pas tort. Et donc du coup, les semaines qui vont suivre vont être un petit peu particulières. On vous tiendra informé, mais par exemple, certains films vont sortir mardi prochain, d'autres vont sortir vendredi prochain. Va vraiment falloir suivre jour par jour, puisque certains films vont sortir quasi en même temps que leur projection au Festival de Cannes. Ce sera le cas, par exemple, du film d'ouverture. C'est habituel, non? C'est habituel. C'est souvent le cas du Festival de Cannes. Il y a 2-3 films qui sortent en même temps. Voilà. Comme ça nous permet de suivre de manière un peu plus amusante le Festival de Cannes lorsqu'on ne peut pas y avoir accès directement. Donc, semaine très courte, mais je me suis dit qu'on allait profiter de cette semaine pour rendre hommage à un film qui fête ce mois-ci ses 40 ans. Un épisode de James Bond, puisque après avoir parlé de Goldfinger, après avoir parlé de L'Homme au pistolet d'or, on va rester avec Roger Moore pour parler de Dangereusement Vôtre qui fête ses 40 ans cette année. Et c'est un James Bond non des moindres, puisque c'est quand même déjà c'est le 14e, et puis en plus c'est le dernier avec Roger Moore. Hein. Oui, alors on en parlera parce que c'était un petit peu de temps que ce soit son dernier. Voilà. Et en fait ça s'est décidé sur un montant de cachet, donc je suis un peu déçu là de Sir Roger Moore parce que là il s'est laissé aller à mon avis à la vénalité sur ce coup-là, parce qu'il lui a été proposé, je crois, un cachet assez mirobolant pour qu'il puisse le faire, parce qu'il voulait plus le faire entre parenthèses personnellement, je crois. Oui, depuis quelques films, et puis finalement il sera revenu. Mais non, on en reviendra bien évidemment en fin d'émission sur ce film. Voilà. On va commencer, bien évidemment, par les sorties de la semaine. Ensuite, on vous donnera nos avis sur les films sortis la semaine dernière. 3 sorties que sont le dernier Marvel, Thunderbolts, dont je ne vous donnerai pas le nouveau titre parce que Marvel a décidé de spoiler honteusement le film et de balancer le nouveau titre qui est une surprise finale du film, donc je ne vous la balancerai pas. Donc Thunderbolts, on parlera du dernier film de David Cronenberg, Les Linceuls, avec Vincent Cassel et Diane Kruger, et d'une sortie Prime Vidéo, L'Ombre d'Emily 2, suite de L'Ombre d'Emily, comme vous pouvez bien le penser, avec Blake Lively et Anna Kendrick. C'était sorti directement sur Prime, donc on va en parler. Et puis un petit conseil télé, peut-être, Vincent, je me suis trouvé un vieux film, mais qui est assez emblématique, je trouve, et voilà, je reparlerai. Je vous en parlerai assez rapidement, parce qu'on va pas s'étendre dessus non plus. Mais... tu sais, ce soir, je crois qu'on peut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, et on va commencer sans plus tarder par la première. Oui, allez, c'est parti. Ange et compagnie, donc ça sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Vladimir Rodionov avec Élodie Fontan, Romain Lancry et Julien Pestel. Alors, nous ne pouvons pas les voir, mais ils sont toujours à nos côtés, sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides. Bienvenue dans le monde des anges gardiens. Paul et Léa n'auraient jamais dû se rencontrer, mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Raphaël et Gabriel, 2 anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces 2 humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaël l'ambitieuse pourra dire adieu à sa promotion d'archange. Quant à Gabriel le fumiste, il sera déchu et devra passer l'éternité sur Terre, l'enfer. On écoute un extrait. Se voit. Séraphine. Raphaël est sans doute la meilleure ange de sa génération. Appuie sur le 5. Et c'est pourquoi je vous demande de la promouvoir au titre d'archange. Y a un problème ? Oui. C'est Paul Carrière. Et dans l'avion pour aller à Rome pour se marier ?
Non. Ange et compagnie, donc la nouvelle comédie. Bon, et toi, tu y crois aux anges gardiens? Moi, j'y crois, moi. Moi, j'y crois. Je pense qu'on a tous un ange gardien, ouais. Peut-être. En tout cas, ça mange pas de pain d'y croire, en fait. Hein, oui, part, hein. Disons qu'il ne faut pas se reposer sur cette, cette possibilité-là. Bien entendu. Mais pourquoi pas? Ça a l'air. C'est plus une comédie, non? Oui, c'est une comédie ça a l'air totalement. Voilà. Donc, c'est original. Oui, ça a au moins le mérite d'être original. Oui, que c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu, même si on a vu quelques comédies américaines avec des anges gardiens, tout ça. Mais pourquoi pas. Vladimir Rodionov, tu connaissais, non? Pas du tout. Inconnu au bataillon. Prochaine sortie, c'est aussi une comédie, c'est De mauvaise foi, sortie au Tôle du Lac et au Pâté de Albéric Saint-Martin avec Pascal Demolon, Philippe Duquesne et Erad von Mayer. Un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux. La fortune promise par une comtesse mourante à un jeune artiste bohème pourrait régler tous ses problèmes, à condition que le futur héritier devienne un bon catholique et tombe amoureux de la jolie fiancée. On écoute un extrait. Il fallait qu'elle nous trouve un golden boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. On va se fiancer. Félicitations. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy. C'est à lui. Voilà. Donc, mon petite comédie sur les notaires, c'est rare. Ah, ben voilà. Enfin bon, un notaire qui possède un château, c'est quand même très 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 rare. Mais pas impossible. Il y a des notaires véreux, hein, cher ami. On va rien dire. On ne va rien dire. Autre sortie. Alors, Coca Chicas, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Roxane Elberg avec Zoé Marshall, Fadili Camara et Eva Uholt. C'est l'histoire de 3 amies inséparables, Sarah, Jessica et Chanel, issus de la banlieue parisienne, qui sont venus faire les mules dans une île des Caraïbes pour ramener de la drogue en France et enfin ouvrir leur business de Nails Bar. Mais le voyage est bouleversé lorsque, après s'être fait arrêter à l'aéroport, Jessica disparaît totalement des radars. Incapables d'abandonner leur copine, Sarah et Chanel se lancent à sa recherche dans les bas-fonds de l'île, sans savoir ce qu'elles vont découvrir dépasse de loin tout ce qu'elles auraient pu imaginer. On écoute un extrait. 100 €, hein, j'oublie même pas. Il avait un goût de fraise des bois. No recomendamos salir del hotel. No pasa nada, yo conozco. Donc ambiance tropique pour un film thriller action à ce qui paraît. Enfin voilà. C'est pas une comédie. Pas du tout. Pas du tout. Apparemment, c'est assez sérieux. Donc, parce qu'en fait là, on peut pas trop deviner avec la bande son. Non, en effet. Alors, parce que je pense que le début est très léger avant que les ennuis arrivent. Mais voilà, c'est un petit film qui est passé un peu en dessous des radars. J'ai envie de dire, j'en avais pas entendu parler avant cette semaine. Et voilà, que ce soit disponible au Tôle du Lac et au Pâté, écoutez, profitez-en, c'est peut-être une bonne surprise. Autre sortie, c'est Un monde merveilleux, disponible au Victoria Lastry de Giulio Calegari avec Blanche Gardin, Angélique Flogère et Lali Mercier. Dans un futur un peu trop proche où les humains dépendent des robots, Max, une ancienne prof réfractaire à la technologie, vivote avec sa fille grâce à des petites combines. Elle a un plan, kidnapper un robot dernier cri pour le revendre en pièces détachées. Mais tout dérape. Flanquée de ce robot qui exaspère, elle s'embarque dans une course-poursuite pour retrouver sa fille et prouver qu'il reste un peu d'humanité dans ce monde. On écoute un extrait. Je regarde mon rétroviseur intérieur et extérieur. Il y a personne, démarre. Il n'y a personne. Je peux y aller. Voilà, donc une nouvelle comédie avec confrontation un peu cocasse de la nouvelle technologie et l'ancienne avec la gouaille assez décapante de Blanche Gardin. Moi j'aime bien. Oui, ça peut être intéressant. C'est rigolo. En espérant que le message ne soit pas trop attendu de dire toute la technologie est achetée. J'en doute. Hein, mais non, je pense qu'il va y avoir un mix. Ça peut être intéressant. Autre sortie, les musiciens au Victoria et à l'Astrée de Grégory Magne avec Valérie Donzelli,
Frédéric Pierrot et Mathieu Spinozzi. C'est l'histoire de Astrid Thompson qui parvient enfin à réaliser le rêve de son père, réunir 4 Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, Georges, Peter et Apolline, les 4 virtuoses recrutées pour l'occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d'ego se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l'événement, Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. On écoute un extrait. Violon, j'imagine. Oui. Hello tout le monde, je viens d'arriver, je suis trop contente d'être là. Je vais aller rejoindre les autres membres du Quatuor, Georges Massaro, Peter Nicolescu et enfin Lise Carvalho. N'oubliez pas la photo pour Paris Match, hein. Tout le monde me regarde. Alors on n'hésite pas à sourire, hein. En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Pourquoi pas. Le nouveau film de Grégory Magne. La bande-annonce, j'avais trouvé ça plutôt rigolo et à enlever. Au niveau de la mise en scène, enfin ça avait l'air d'être une bonne comédie. Oui, et le précédent film de Grégory Magne était, alors il était un peu passé inaperçu parce que sorti juste après le Covid, mais c'était une comédie romantique avec Emmanuelle DeVos qui s'appelait Les Parfums, où du coup elle était née. Et c'était assez bien mené. Après, j'aime beaucoup Emmanuel DeVos. Je trouve mené. Oui, mené, voilà. Je ne m'en étais pas rendu compte. Jeu de mots. Voilà. Mais franchement, c'était une comédie qui, sans prétention, mais qui passait très très bien. Donc je pense que les musiciens, ça peut être le cas. Oui, puis je trouve que c'est suffisamment, enfin c'est assez original parce que c'est rare qu'on voit dans ce milieu-là, dans ce contexte, voilà, c'est plutôt un truc un peu plus original que d'habitude. Oui, je trouve. C'est vrai. Et la dernière sortie, c'est L'Effacement. Disponible seulement Victoria, c'est réalisé par Karim Messaoui avec Sami Lechéa, Zaramir Ebrahimi, à qui j'avais chanté les louanges de son dernier film Lire Lolita à Téhéran. Et on a aussi Hamid Amirouche, l'histoire de Reda qui vit chez ses parents dans un quartier bourgeois d'Alger. Il occupe un poste dans la plus grande entreprise d'hydrocarbures du pays, dirigée par son père, un homme froid et autoritaire. Sous tous ses vernis apparents, Reda dissimule un mal-être profond. Un jour, le père meurt et un événement inattendu se produit. Le reflet de Reda disparaît du miroir. Donc un film légèrement fantastique. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas, Je trouve que le cinéma algérien propose de belles surprises en ce moment. Donc pourquoi pas. Et puis du côté de nos amis cinéphilex, Les Filles du Nil, disponible à Victoria, donc tous les jours de la semaine. C'est réalisé par Eman El Amir et Nada Riyad. C'est un documentaire qui se passe dans un village du sud de l'Égypte où une bande de jeunes filles se rebelle en formant une troupe de théâtre de rue. Rêvant de devenir comédiennes, danseuses et chanteuses, elles défient leur famille copte et les habitants de la région avec leurs performances audacieuses. Donc voilà, c'est assorti du côté de nos amis de chez Cinéphilex. On va faire une première pause musicale avant de donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière et de donner nos conseils télé. Et puisqu'on a parlé d'anges, on va s'écouter If God Will Send His Angels du groupe U2, tiré du film La Cité des Anges, avec Nicolas Cage et Meg Ryan, qui était un remake des Ailes du Désir de Wim Wenders. Donc voilà, on s'écoute ce tube de U2 et on revient tout de suite après. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin. Et puis oui, effectivement, je suis revenu et je suis pas prêt de m'en aller. Je suis toujours dans la 16/9e. Si Kevin et Guillaume veulent bien de moi, évidemment. Toujours parmi nous pour cette deuxième partie, donc consacrée aux avis des films sortis la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films encore disponibles en salle que nous vous avons déjà conseillés? Alors, il y avait The Amateur, mais alors... Ouais. Je sais pas trop de quoi il s'agit en fait. C'était le film d'espionnage, tu sais, où on avait avec Rami Malek, l'acteur de Bohemian Rhapsody, qui du coup se vengeait de la mort de sa compagne. Effectivement. Sans avoir aucune compétence. Ouais. Sinners.
Ouais. Là, c'est pareil. C'est un film avec donc c'est le nouveau film de Ryan Coogler réalisé par c'est celui qui a fait Creed ou Black Panther. D'accord. C'est un film du coup de vampire qui est excellent. Et comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Ça, c'est un gros coup de cœur de ma part. C'est un film thaïlandais où un jeune homme va se rapprocher de sa grand-mère dès lors qu'il apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, en pensant qu'il va devenir son petit peu vénal, quoi. Son petit-fils préféré. Sauf que ce qui devait arriver devait arriver. Tout à fait. C'est qu'ils vont se découvrir l'un l'autre et s'apprécier. Voilà. Et franchement, c'est un film d'une beauté rare et profitez-en. Il est encore en salle. Foncez, c'est très très beau. Et par contre, on déconseille tout le temps. On déconseille Minecraft et puis Drop Game. Drop Game, qui était un film que j'avais parlé la semaine dernière, qui est un thriller sur un rencard qui se passe mal et avec des twists absolument honteux, dignes du pire vaudeville. C'est le... Fédo aurait trouvé ça dégueulasse. C'est dans les milieux de... Alors Minecraft, oui, c'est un jeu, ça fait référence au jeu vidéo. Ouais. Mais Drop Game, c'est... Non, c'est juste un rencard et en fait... C'est saut, drop, je crois. C'est ça veut dire saut. Oui, voilà. Et en fait, c'est lié au message que tu peux recevoir sur ton téléphone de manière anonyme. Ça roule. Voilà. Et en fait, du coup, elle se fait un petit peu harceler pendant qu'elle est en train d'avoir un rencard. Et mon Dieu, c'est pas terrible. Voilà. Et donc, tu vas peut-être nous donner quand même ton avis alors sur 3 films que tu as vus. Alors, on va parler bien évidemment du premier. C'est la grosse sortie de la semaine dernière. C'est le nouveau Marvel Thunderbolts avec Florence Pugh, Sebastian Stan ou encore Lewis Pullman. On va dire que c'est un film Marvel avec pas vraiment de grande tête d'affiche, on va dire, et c'est un peu l'équipe B. C'est l'équipe des seconds couteaux qui sont obligés de faire équipe, puisqu'en fait ils se font trahir par le même employeur, et du coup ils se retournent contre l'employeur en commun. Franchement, c'est un film Marvel qui est assez surprenant, puisque c'est un film qui s'attarde énormément sur la santé mentale de ses membres, en fait. De voir, du coup, on a plusieurs personnages qui sont très très loin d'être parfaits. On n'est pas sur le Suicide Squad où on met une équipe de super méchants. C'est quand même des gens, sont quand même des gentils à la base, mais des gentils qui ont des problèmes d'humains. Il y a un personnage en particulier qui doit souffrir du fait que il ne voit plus beaucoup son enfant parce que il a perdu la garde. Enfin voilà, il y a des choses assez intimistes, quoi, assez personnelles de chaque personnage. Et du coup, de ces super héros, j'ai envie de dire, on s'attache du coup très facilement à ces personnages-là. Ouais, mais alors du coup, ça va devenir de moins en moins des super héros parce que si on dévoile un petit peu leurs failles et leur fragilité psychologique, c'est peut-être aussi parce que c'est quand même est-ce que c'est pas un peu lassant parce que c'est le énième film sur des super-héros. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres concepts. Voilà. Après, il cherche une manière, un angle de vue qui est un peu différent, effectivement. Voilà, et on a du coup une équipe de personnages qui ne sont pas à la base des super-héros. C'est vraiment c'est l'équipe B, c'est les sous-fifres, et du coup ils font équipe. Et je veux dire, l'alchimie fonctionne bien. On a par contre beaucoup de fils d'acteurs connus parce que du coup on a quand même Wyatt Russell qui est donc le fils de Kurt Russell. On a aussi Lewis Pullman qui est donc le fils de Bill Pullman. D'accord. Mais je veux dire, le casting s'en sort plutôt bien. Le film... Est-ce qu'il a de la tenue ? Il a de la tenue. Il y a un antagoniste qui est très intéressant, sans en dire trop, qui a un pouvoir très particulier, très impressionnant. Ah oui, parce que souvent, d'ailleurs, dans ce genre de film, c'est souvent l'adversaire qui donne un peu le caractère. On en reparlera d'ailleurs avec les James Bond, mais c'est un peu pas similaire, quoi. C'est ça. C'est vraiment ce qui donne la force du film, hein, parce que. Si le méchant est raté, souvent c'est pas avec sans péril, on triomphe sans gloire, hein, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Et Thunderbolts, c'est une bonne surprise, c'est un bon Marvel. Franchement, ça sort du lot. Et donc, je vous invite à le voir si vous avez envie de vous faire le 36e film de l'univers Marvel. Ça commence à faire beaucoup. 36e, c'est 36e, énorme. C'est énorme. Mais bon, si vous voulez préparer la sortie du prochain Avengers qui sort l'année prochaine,
Enfin, sur 36, à mon avis, il n'y en a pas 36 de très très bons quand même. Hein, ah non. Entre nous. C'est pour ça que c'est important de souligner quand ils sortent du lot et qu'ils sont plutôt intéressants. L'autre film, c'est le dernier film de David Cronenberg, c'est Les Linceuls avec Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce. C'est un film très intéressant puisque il y a une grande part d'autobiographie là-dedans. David Cronenberg a perdu sa femme en 2017 et a, semble-t-il, eu du mal à faire son deuil. Et du coup, on se retrouve face au personnage de Karch, interprété par Vincent Cassel, qui ressemble drôlement dans ce film à David Cronenberg, on va pas se mentir. La coiffure, les cheveux blancs. Et du coup, de toute façon, David Cronenberg lui a dit en indication, pense que tu joues mon rôle. Voilà. Et du coup, je trouve que ça aide énormément à rentrer dans le concept de ce film qui est très particulier, c'est-à-dire que Karch est un ancien producteur audiovisuel qui a inventé un système qui permet de visualiser les corps dans les tombes. Et donc, par exemple, ce personnage-là est veuf, sa femme est décédée, et il peut aller sur sa tombe, appuyer sur un écran, et il voit du coup le corps en décomposition de son épouse. Alors, il y en a qui toujours ce petit côté morbide quand même. Toujours un côté glauque, évidemment. Il est très attiré par le côté pourriture des corps et délitement des. Et en plus de ça, alors j'en dévoilerai pas, mais en plus sa femme est vraiment pas décédée de manière conventionnelle. Voilà, il y a vraiment quelque chose en plus qui encore une fois joue sur le body horror. Donc encore une fois, mais je pense que vous êtes prévenus, David Cronenberg, c'est âme sensible, s'abstenir. Et Les Linceuls, j'ai trouvé que ce parti pris, ce concept était intéressant. Ça se plante un petit peu à la fin. On finit sur des révélations pas vraiment intéressantes où limite on aurait pu s'en passer d'avoir des rebondissements un peu facile, un peu téléfilm, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais par contre Vincent Cassel s'en sort bien et il y a vraiment des idées visuelles intéressantes sur ce concept-là. Donc franchement, c'est un bon Cronenberg. On est loin de ces très grands films. De on en parlait. Puis moi, j'avais écouté votre émission, la semaine dernière, là, qui parlait des meilleurs films de Cronenberg. Et moi, pour moi, c'était Dead Zone. On est 100% d'accord. Un des meilleurs. Enfin, c'est même un film culte pour moi et un film de chevet. Tout à fait. Il faut absolument voir Dead Zone. Avec Christopher Walken, d'ailleurs. Christopher Walken, on va en parler. Joue dans Dangerous, bon vote. Effectivement. Excellent acteur. On va dire que la décennie des années 80, c'était... T'as vu un peu les transitions ? Mais tout est lié, de toute façon. Tout est lié. Et donc voilà, Les Linceuls, je vous le conseille. Et pour finir, une petite sortie plateforme qui est arrivée le 1er mai sur Prime Video, la suite de L'Ombre d'Émilie, qui s'intitule L'Ombre d'Émilie 2. Souvenez-vous, c'était une comédie thriller sortie en 2018, réalisée par Paul Feig, celui qui avait fait les comédies Mes meilleurs amis, Les Flingueuses ou encore SOS Fantôme version féminine. Et du coup, là, L'Ombre d'Émilie, c'était assez intéressant puisqu'on avait cette histoire qui mélange un peu bibliothèque verte et en même temps téléfilm de M6 du dimanche après-midi où une jeune femme enquêtait sur la mère d'un autre enfant qui fréquente la même école que son fils, et elle se demandait, elle la trouvait bien mystérieuse et tout ça. Arrivé ce qui est arrivé, on va pas trop en dire pour pas révéler la fin du premier film qui est assez intéressante. Le deuxième film fait que ces deux personnages se réunissent pour le mariage du coup de la femme mystérieuse Emily, interprétée par Blake Lively, qui va donc se marier en Italie. Donc en plus on a des décors italiens à tomber. Enfin c'est absolument sublime. Et on se retrouve devant une comédie, ma foi, assez plaisante, où les coups de couteau dans le dos sont nombreux, où on ne sait jamais sur quel pied danser avec le personnage d'Emily. Est-ce qu'on peut se fier à elle, ou est-ce qu'elle ne chercherait pas à tuer le personnage d'Anna Kendrick? Donc voilà, beaucoup de rebondissements. Là encore, il y a des révélations complètement tirées par les cheveux, mais
c'est pris en compte par le réalisateur qui a un recul là-dessus et qui cherche aussi un peu à parodier ce genre de téléfilm où on va te sortir, alors c'est complètement faux, hein, mais on va te sortir la cousine de la grand-mère du père du machin que tu pensais mort, mais en fait non, elle est pas morte et puis elle revient avec une fille cachée. Enfin, voilà. C'est complètement ça, mais voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'était une plutôt bonne suite. Il n'y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard, mais quand on a une bonne sortie plateforme, autant la signaler. Et donc là, je vous la signale volontiers. Du côté des conseils télé, mon cher Vincent. Alors, j'étais pas très inspiré finalement par l'ensemble des films qui sortent sur l'ensemble des chaînes de cette semaine, mais j'ai quand même fini par trouver un film qui date pas d'hier, hein, puisque c'est quand même un film qui date de 1960, qui sera dimanche le 11 mai. Donc vous avez encore le temps d'y réfléchir avant de le regarder, et qui sort donc sur Arte et c'est un western et qui s'appelle Le Vent de la Plaine. Enfin, là, ça c'est le titre français parce que en fait c'est The Unforgiven. C'est tiré d'un roman. D'accord. Et ce western est Le Vent de la Plaine. C'est un film de John Huston et avec des interprètes plutôt brillants que sont Burt Lancaster et Audrey Hepburn. Ce qui est assez rare parce que je suis pas sûr de l'avoir vu dans beaucoup de westerns, Audrey Hepburn. C'était plus des comédies romantiques. Voilà, et donc c'est une actrice fantastique, mais c'est vrai que c'est un peu atypique pour elle de l'envisager dans un western. Alors j'avais vu ce film il y a déjà un certain temps, mais je m'en rappelle plutôt bien parce que il y avait une ambiance assez particulière. Alors il y a vraiment les codes du western, mais en fait ça va au-delà de ça. Donc c'est l'histoire d'une famille Zachary dans un ranch qui donc il y a plusieurs enfants. Dont Audrey Hepburn, mais qui est une fille adoptée, en fait, qui a été récupérée, et on saura à la fin du film dans quelles circonstances. Et en fait, celle-ci, au gré des rencontres avec un illuminé qui passe par là, qui semble la reconnaître et qui dit mais c'est une indienne, etc. Et en fait, effectivement, il y a de la tribu des Kiowa, et qui d'ailleurs viennent avec 3 représentants en disant on veut récupérer notre sœur, parce que alors ça paraît très improbable, surtout que c'est dans un contexte d'une ville, d'une petite bourgade comme ça des États-Unis, qui est très raciste vis-à-vis des Indiens. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacents, et il y a une tension. C'est vraiment un western dramatique, hein. Et il y a vraiment une tension forte. Voilà. Alors je ne vais pas vous dévoiler. Je ne vais pas vous spoiler. Parce que là, tu m'as donné envie. Là, ça me fait penser un petit peu. Alors, le schéma était différent, mais ça me fait penser à ce qui avait été sous-traité dans La prisonnière du désert. Un petit peu, ouais. Mais bon, c'est quand même. Il flirte toujours avec ces thèmes-là. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc, alors en fait, John Huston, il déteste ce film. Et en fait, il y a une raison particulière à ça, c'est qu'il y a une anecdote qui est un peu dramatique, c'est-à-dire que Audrey Hepburn était enceinte de plusieurs mois, et à la suite d'une chute de cheval sur le tournage, elle a été obligée de s'interrompre, et puis donc après elle a fait une fausse couche. Mince. Et on attribue en fait ce que n'a jamais d'ailleurs reproché Audrey Hepburn à John Huston, hein. Mais lui, il s'en veut parce qu'il s'estime responsable de cette fausse couche. Donc c'est assez. Donc voilà, le thème un peu dramatique est rattrapé par la réalité, et c'est assez étonnant. Mais c'est un film contre le racisme, contre l'intolérance, et avec des réactions un petit peu violentes des personnages. Quoi, voilà. Mais j'ai très envie de voir. Et Burt Lancaster interprète plutôt quelqu'un qui est plutôt tolérant et plutôt ouvert, comme on peut s'y attendre, mais avec beaucoup de questionnements quand même, suite à ce fait, est-ce que sa sœur, ce dilemme, et puis pour lequel il a beaucoup d'affection,
voire au-delà. Donc il faut... Non, c'est un film qui mérite d'être vu. Moi, voilà. C'est vraiment... au-delà du genre western que souvent les gens galvaudent un petit peu, je trouve que c'est un bon drame. Un très beau drame, ouais. Un très bon drame. Donc dimanche... Alors c'est dimanche 11 mai sur Arte à 21h. Le vent de la plaine de John Huston. Surtout qu'en plus, ce qui est pratique avec Arte, c'est que si vous l'avez raté dimanche, vous avez généralement une bonne semaine, voire 15 jours pour le rattraper sur l'application Arte. Donc franchement... Moi, je pense que c'est à voir. En tout cas, ça m'avait bien plu et j'avais été complètement captivé par cette histoire dont on veut savoir vraiment l'aboutissement, parce qu'il y a vraiment un questionnement et puis des confrontations entre les personnages qui sont assez fortes et assez emblématiques, quoi. Eh ben parfait, le rendez-vous est pris. On va se faire une deuxième pause musicale avant d'attaquer notre focus consacré au 14e épisode des aventures de James Bond, puisqu'on va rendre hommage cette semaine au grand Dangereusement Vôtre qui fête ses 40 ans ce mois-ci. Donc, les fans de James Bond, les fans de James Bond sont obligés d'écouter, et du coup on va forcément s'entendre A View to a Kill de Duran Duran, chanson du générique. On revient tout de suite après. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Vincent. Et oui, nous allons parler de manière passionnée encore d'un James Bond, parce qu'on est des fans, autant d'ailleurs Guillaume que toi, Kevin, et moi-même. Et oui. Et là, on va parler d'un James Bond très intéressant, puisque du coup, on va fêter les 40 ans ce mois-ci de la sortie de Dangereusement Vôtre, 14e film de la saga et dernier film pour Roger Moore. C'est un film très particulier, puisque c'est peut-être l'un de ceux qui divise le plus. Voilà, c'est possible. Que même les fans, en fait, ont eu tendance à critiquer au début, et je ne sais pas si tu vas pas être d'accord avec moi, mais je trouve étonnamment que c'est l'un des James Bond qui vieillit le mieux, et que comme un bon vin, plus il vieillit, mieux il est. Et assez paradoxalement, comme les scènes d'action où on voit quand même qu'il y a les doublures, etc. Quoique Roger Moore a quand même donné de sa personne manifestement, un petit peu. Mais il se faisait quand même doubler pour descendre les escaliers. Voilà. Mais en même temps, c'est lui qui a conduit apparemment le camion de pompiers à un moment donné dans une scène, parce qu'en fait, bravo Roger. Il avait c'est quand même pas mal. Et puis il a fait tut. Mais d'ailleurs lui-même ne voulait pas. Comme on a dit tout à l'heure, il voulait pas tourner ce énième James Bond. Ça faisait à peu près... il faut savoir qu'il ne voulait pas déjà reprendre au temps de Octopussy, qui avait eu énormément de casting qui avait été fait, dont Sam Neill, l'acteur de Jurassic Park, qui avait déjà passé des essais. Donc les essais, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et puis finalement, Roger Moore avait accepté de tourner Octopussy pour de l'argent. Et l'histoire s'est répétée pour Dangereusement Vôtre. Et là, en revanche, il n'y a pas eu de casting. C'est lui qui a été choisi, je dirais, principalement. Donc, il n'y a pas eu de personnes envisagées. Non, pour celui-là, non. Mais par contre, ils ont remis la main à la poche. Voilà, forcément. Il a fallu l'appâter un peu sur Roger Moore, là. Et donc, en fait, ce Dangereusement Vôtre, effectivement, il partage, il divise un petit peu peut-être, mais ça reste quand même un bon cru de la franchise James Bond, moi je trouve. Et ça se laisse bien regarder de manière plaisante, quoi. Alors, on va rappeler un petit peu l'histoire de cet épisode. Du coup, James Bond doit enquêter sur une histoire de dopage équestre qui va ensuite mener sur un plan de très grande envergure où le méchant Max Zorin, avec un Zeppelin de grande taille. On va en parler. C'est génial. Donc Max Zorin avec son acolyte Mayday, interprété par Grace Jones, qui figurait sur l'affiche avec James Bond, ce qui n'était pas le cas de Christopher Walken quand même. Et du coup, ce Max Zorin, son plan final, c'est de creuser dans la faille près de
San Andreas, non? C'est la faille de. Je crois que c'est l'autre faille, mais du coup le but c'est de. C'était pour la Silicon Valley. Détruire la Silicon Valley. Silicon Valley, ouais, c'est ça. Pour que en plus ils puissent investir le marché en proposant donc sa propre solution. Alors en fait, il voulait faire exploser les deux failles, San Andreas et Hayward. Donc là, il avait un très grand plan, quoi. Et ça s'est terminé, bien évidemment, sur un combat. Quelle est la scène qui te marque le plus dans ce Dangereusement Vôtre? Est-ce que c'est la scène du Golden Gate? Le final est pas mal. Moi, j'aime bien le final parce que effectivement, ça se termine de manière plutôt brillante et tout le monde se souvient de ce final parce que le Golden Gate à San Francisco, je veux dire, c'est marquant et puis c'est glamour, quoi, quelque part. Et ils en avaient fait des répliques, évidemment, pour tourner les scènes de gros plans. Qu'ils pouvaient pas faire autrement. Et donc, c'était fait de manière plutôt plaisante. Il y avait le Zeppelin là dont on parlait. En fait, c'est très proche aussi dans le scénario de Goldfinger. D'ailleurs, les deux scénaristes dont un qui est le gendre du producteur Broccoli, et donc est à l'œuvre pour le scénario. Donc c'est un peu peut-être pour ça. Mais bon, ils ont pas fait trop d'efforts, à vrai dire, parce que c'est tiré de Bon baiser de Paris de Ian Fleming, dont ils ont pas retenu la trame. Donc c'est vraiment original au niveau du scénario. Et ça s'intitulait From Few to a Kill, donc ils ont shooté From pour garder Few to a Kill, et c'était d'ailleurs un petit message à Amicalement Vôtre. Ça faisait référence à Amicalement Vôtre parce que c'est pas traduisible en fait. Voilà. Parce que View to a Kill, c'est comme aussi l'épisode qui suivra, The Living Daylights. C'est impossible à traduire en France et du coup ils avaient trouvé la combine de Tuer n'est pas joué. Mais Dangereusement Vôtre, c'est un beau titre. Moi je trouve que c'est pas mal. Disons que ça colle très très bien à Roger Moore, bien sûr, inévitablement. Mais il y avait du coup c'est quand même ce petit. C'est peut-être le petit point faible du scénario, c'est la révélation du méchant qui se révèle être lié aux nazis ou aux Russes, je sais plus. Alors oui, il a fait l'objet en fait d'expérimentation par un professeur là qui est un petit peu. C'est un peu sa créature. C'est un peu comme. C'est Frankenstein, quoi, quelque part. C'est ça. Mais évidemment, là, le succès, à mon avis, aussi de ce film Dangereusement Vôtre, c'est dû aussi, toujours pareil, à un méchant bien léché, on va dire, qui est Christopher Walken, pour pas le citer, et qui interprète donc Max Zorin. Alors d'ailleurs au début ils font référence au fait que Zorin ça n'a aucun rapport avec quelques personnes que ce soit qui existent, parce qu'en fait il y a une société qui existait qui s'appelait Zoran, je crois, un truc comme ça, donc Zorin, donc c'est pas bien loin. En plus je crois que ça fait référence à une société qui évoluait dans le même domaine dont il parle. Donc ils se sont empressés de mettre quelque chose quand même pour dire non, ça n'a aucun rapport, attention. Oui, ça fait quand même une très mauvaise pub, mais et Christopher Walken qui avait eu, c'est le seul personnage oscarisé des James Bond. Des méchants, non, parce que puis même tu me diras de l'ensemble, tous, je crois de la franchise de James Bond, c'est le seul acteur oscarisé, d'après ce que j'ai pu voir. Alors après, il y en a eu quelques James Bond girls oscarisées, parce qu'on a eu Halle Berry, c'est vrai. Ouais, mais je sais pas si elle avait eu un Oscar. Elle a eu un Oscar, c'est oui. En plus, c'est quand même la première femme noire à avoir eu l'Oscar. Mais elle l'a eu après. Elle l'a eu après, bien sûr, elle l'a eu parce après. Que donc Christopher Walken, il l'avait eu avec Voyage au bout de l'enfer en 1978 quand même. Oui. Film de Michael Cimino. Très très grand film. On en a parlé un bon paquet sur ces antennes. C'est un film culte. Et donc il y a quand même un sacré nombre de gens qui sont très bankable dans ce film, parce que évidemment Roger Moore, dont c'était le dernier James Bond, la 7e fois d'ailleurs. 007, c'est pas mal quand même. C'était pas mal. Et d'ailleurs, il avait dit que ça sonnait pour lui le moment de se retirer. C'était le chant du cygne un petit peu. Dès lors qu'il s'est rendu compte que il avait exactement le même âge que la mère
de l'actrice qui jouait la James Bond girl dans le film. Voilà. Donc c'est vrai que voilà. Même la mère de l'actrice déjà avec laquelle il était un petit peu plus jeune, je crois. Ouais, elle était un peu plus jeune. Ouais. Donc la mère de Tanya Roberts. Enfin, il se retire pas quand même, je dirais, de manière bénévole, parce que 3,5 millions de dollars, je crois. Non, c'était un succès. C'était un succès. Non, mais ça, c'est son cachet, ça. Ah oui, c'est son cachet. 3,5 millions de dollars, c'est son cachet. Donc on peut comprendre qu'il est peut-être replongé une dernière fois. James Bond s'en va toujours avec un parachute doré. C'est ça, voilà. Et sinon, il y avait, évidemment, on en a parlé, Grace Jones, qui était quand même assez particulière, emblématique. Elle est spéciale. Qui joue le rôle de Mayday. Voilà. Elle est toujours montrée en confrontation avec James Bond dans les affiches, son égal quasiment. Et ce qui est fort, c'est que c'est un personnage très intéressant, puisque, je pense que depuis le temps, ça fait 40 ans que le film est sorti, elle va finir par aider Bond et à se sacrifier même à sa place. Voilà. C'est ça qui est très très fort. Un personnage très intéressant. Il y a un côté très honorifique pour ce personnage-là qu'elle incarne. Et il y a aussi une partie de jambes en l'air quand même avec elle, où en fait elle domine James Bond. Oui. Donc là c'est. Mais elle le domine tout le temps. Même à la fin, elle lui gueule dessus en disant mais bougez-vous. C'est une femme forte dans le film. Donc et puis d'ailleurs je pense que de manière privée, je pense que ça devait être je sais pas si elle est toujours en vie d'ailleurs. Elle est toujours en vie, Grace Jones. Et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'était qu'à l'époque, elle était en couple avec un acteur qui n'était pas du tout connu, Dolph Lundgren, qui a fait une courte apparition. Alors, faut un peu écarquiller les yeux parce qu'il reste dans le flou, mais il est effectivement. Il est dans une des scènes qui ont été tournées à Chantilly. Vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est pas d'ailleurs sa première. Je pense que c'est l'une de ses premières apparitions et il se fera connaître vraiment très 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 peu de temps après avec Rocky IV, bien sûr. Mais donc oui, Grace Jones, Tanya Roberts du coup qui joue la James Bond girl principale, un peu moins charismatique, je trouve pas du tout intéressante. Bon, paix à son âme, elle nous a quittés il y a 2 ans, mais voilà, un personnage pas très intéressant. Ce qui donne lieu d'ailleurs, pour moi, l'une des scènes les plus absurdes de la franchise James Bond, c'est quand il lui fait une quiche. J'avoue que c'est un peu particulier de voir James Bond cuisiner une quiche. On verrait plus cuisiner des choses. Ça fait un peu plan-plan là. Ouais, pour le coup. On verrait plus cuisiner des choses plus raffinées, quoi. Une quiche, ça fait c'est un peu décevant, quoi. Et puis il y a quand même à noter que là encore, la saga James Bond renforce ses liens avec une autre franchise, chapeau melon et bottes de cuir, puisque Patrick Macnee, le fameux est présent dans le film. Chapeau melon. Et puis c'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il y a eu l'actrice qui avait interprété une James Bond girl. Il y a eu Diana Rigg et Honor Blackman, c'est pour ça. Mais là, par contre, on avait Chapeau melon pour la première fois dans un. C'est très british dans l'âme, parce que déjà il y a la Rolls-Royce, parce qu'il n'y a pas de voiture emblématique. Si ce n'est la Renault. Si ce n'est la Renault. Mais c'est dans le cadre d'ailleurs d'une belle scène de cascade dont nous a gratifié encore une fois Rémi Julienne. Et avec un moteur en fait derrière. Voilà. Pour pulser un peu la voiture. Mais les scènes sont plutôt bien. D'ailleurs, en parenthèse, il y avait une anecdote comme ça sur une des cascades non moins impressionnante, qui c'était le saut de Grace Jones depuis la Tour Eiffel, et qui s'est déroulé en verré. Apparemment, il y avait donc 3 cascadeurs, donc j'ai appris qui devaient interpréter 3 fois le saut, et en fait le premier saut a été retenu, et donc le réalisateur a dit non, c'est bon, on se contentera de ça, et les 2 autres cascadeurs étaient pas très très contents de ça, et en fait le lendemain ils ont sauté mais sans les autorisations depuis la Tour Eiffel, donc ça s'est bien terminé, mais ceci étant, donc voilà, c'était une anecdote de plus à raconter sur ce film. Oui. À noter aussi quelques castings français. Jean Rougerie qui a un tout petit rôle, qui joue. Alors là, on va voir le parallèle. Achille Aubergine. Ah oui, évidemment, c'est Hercule Poirot. Voilà. Hercule Poirot. Mais en même temps, on sent le côté, on veut un nom bien franchouillard. Achille Aubergine, c'est pas mal. Mais du coup, qui meurt de manière un peu ridicule. J'avoue que le papillon empoisonné, c'est vrai que c'était pas terrible comme séquence. Mais oui, un très bon James Bond avec des séquences d'action formidables. La séquence du camion de pompiers avec le
pont qui s'ouvre est dingue. On a parlé de la séquence du Golden Gate, mais il y a aussi du coup toute la séquence dans les mines, qui est assez menée sous haute tension, puisque on pense qu'ils vont se faire ils vont se noyer très rapidement. Et à double titre sous haute tension, parce qu'en fait, ça avait été fait dans les studios Pinewood qui ont pris feu. À l'occasion d'ailleurs d'un film qui se tournait à ce moment-là de Ridley Scott qui s'appelle Légende et ça, il y avait eu le feu qui s'est déclenché. Avec Tom Cruise. Donc ce qui a un peu obligé sans doute aussi le tournage à faire les scènes plus en extérieur et en réalité qui se déroulent d'ailleurs en grande partie au château de Chantilly. Donc en France, dans l'Oise, si je ne m'abuse, il me semble. Et il y a beaucoup de réunions d'ailleurs de véhicules de James Bond au château de Chantilly, et il y en aura encore une, je crois, cette année. Ça doit, à mon avis, faire référence à ce film. Et puis que en France, c'est le lieu le plus emblématique pour célébrer James Bond. Et puis les courses de chevaux. Et qui dit donc du coup dernier film de Roger Moore en tant que James Bond, dit aussi dernier film pour Robert Brown en tant que M. Non, Robert Brown, je me trompe, Robert Brown, il reprendra M pour les films de Timothy Dalton. Et par contre, Lois Maxwell, celle qui joue Moneypenny, c'est son dernier film dans le rôle. Elle en aura quand même fait 14, ce qui est impressionnant. Desmond Llewellyn, qui joue Q, on le retrouvera encore pour les films de Pierce Brosnan. Mais Lois Maxwell, c'est la Moneypenny incontournable par excellence. C'est celle dont tout le monde se souvient le plus, je dirais, par rapport aux autres même. Et là, ils avaient même mis une stagiaire ou une nièce, ou je sais plus. Enfin bref, elle est affublée d'une. Non, mais je crois que c'est un des rares James Bond où en fait Moneypenny apparaît dans un autre contexte que le bureau je veux dire d'ouverture dans lequel elle se retrouve sur les champs de course. Tout à fait, à fait. Donc c'est à mon avis un truc qui a été fait un petit peu pour elle, sachant que c'était son dernier. Oui, après Moneypenny, ce qui est amusant, c'est toujours de la voir en interaction avec James Bond, surtout quand elle pleurait à la fin de son mariage dans le service secret de Sa Majesté. mais là, du coup, c'est vrai que c'est assez comique de la voir parier sur les chevaux, tout ça. Et il y a une autre anecdote avec Miss Moneypenny, qui est que Lois Maxwell devait il était envisagé, je ne sais pas si c'est pas elle-même qui a un peu initié la chose, qu'elle puisse dans les prochains épisodes jouer le rôle de M. Et c'était sous-entendu. C'était sous-entendu, et en fait à l'époque on a dit non, c'est pas une femme Premier ministre, enfin directrice du MI6. Non, c'est pas envisageable, etc. La suite prouvera que non, mais ça sera quand même bien des années plus tard, avec Judi Dench. En soit 2 films après, mais 10 ans après, techniquement, puisque ce sera GoldenEye, dont on en reparlera également cette année, puisque nous fêterons ses 30 ans, ce qui ne rajeunit pas. Mais voilà, Dangereusement Vôtre, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Il y a le fameux thème Duran dont tu as passé la bande son juste avant, mais Duran c'est quand même un hit, et c'est d'ailleurs resté premier au hit parade américain, ce qui était la première fois, je crois, pour les chansons de James Bond, pour la franchise James Bond. C'était que 2e d'ailleurs en Grande-Bretagne, ce qui est un peu étonnant. Il faut savoir que c'était tellement important que sur certaines affiches du film, vous aviez l'indication que la chanson de Duran est dans le film, ce qui prouve que c'était encore un argument de vente pour aller voir le film. Et c'est devenu un tube à part entière, hors le même, je dirais, James Bond, parce que ça s'écoute bien d'ailleurs, et tout ce qu'on disait, tout en conservant le caractère un peu personnel de Duran du groupe, ils se sont bien
calé avec l'état d'esprit musical du thème de James Bond. Mais je crois que John Barry a fortement participé à l'affaire. Il s'est très bien entendu avec Duran Duran. John Barry, il s'entendra beaucoup moins bien avec le groupe suivant AA, mais ce sera pour une autre émission. Mais avec Duran Duran, il s'est beaucoup entendu, et comme tu disais, le chanteur de Duran Duran était un grand fan de James Bond à la base. Voilà. Donc je pense que lui-même ne voulait pas non plus dénaturer proposer quelque chose de trop différent, et ils ont réussi à trouver le bon équilibre, et ça donne l'une des chansons les plus connues maintenant de James Bond. Ouais, moi j'adore. Et puis, parlons quand même du réalisateur, donc, parce que c'est la première fois qu'on peut parler de lui. John Glenn, qui est le réalisateur encore à l'heure actuelle, qui a réalisé le plus de James Bond. 5 d'affilée en plus. Octopussy. Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement Vôtre, et du coup, les 2 prochains avec Timothy Dalton, donc Tuer n'est pas joué, Permis de tuer. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on voit Dangereusement Vôtre, quand on voit Rien que pour vos yeux, on n'arrive pas à se dire que c'est le même réalisateur que Permis de tuer. On en parlera plus tard dans une autre émission de Permis de tuer, mais c'est un réalisateur qui a réussi à se réinventer, à ne pas chercher à proposer la même chose. Tout en gardant évidemment l'état d'esprit fort et je dirais incontournable des James Bond. Mais en soi, on pourrait dire qu'il s'est adapté à l'interprète. C'est-à-dire que les James Bond qu'il a fait pour Roger Moore sont différentes des Bonds qu'il a fait avec Dalton. Bon, voilà. Donc je pense qu'on a bien présenté ce 14e volet. Je ne sais pas si tu vois quelque chose d'autre qui. Non, on pourra en parler pendant des heures. Moi, j'aime beaucoup ce James Bond par le côté de plus en plus du méchant qui est interprété par Christopher Walken, que j'adore. C'est un acteur que j'adule. Oui. Et je trouve que c'est pas mal fait, parce qu'il y a un côté aussi un peu décalé dans le fait qu'il est un peu fou d'ailleurs. Tout à fait. Il est complètement fou. Voilà. Il n'y a aucune possibilité de rédemption. C'est génialement fou, on va dire. Voilà. Comme souvent les méchants. Et dangereux. Et dangereux. Dangereusement vôtre. Voilà. Eh bien écoutez, nous vous invitons à redécouvrir ce James Bond. Ce serait une bonne idée si la télé française pouvait proposer la rediffusion de ce James Bond ce mois-ci. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal pour les 40 ans. Ça serait pas mal. En plus, tournage français, tout ça. J'ai même appris que Laurent Baffy avait été un des figurants de ce Dangereusement Vôtre. Ah bon, d'accord. Donc si vous arrivez à le retrouver, bravo. Envoyez-nous une lettre avec une photo, et comme ça on pourra le retrouver. Et bien écoutez, c'est tout pour l'émission de ce soir. Côté programmation, la radio demain, 4 émissions. Comment ça va, présenté par Bruno de 11h à 11h45. L'émission Le Jeu du Mouvement, présentée par Joe, de 12h15 à 12h30. L'émission Destination Bien-être, présentée par Anaïs, de 13h à 14h. Et enfin, l'émission Place au Possible, présentée par Camille et Julie, de 16h à 17h. Et nous, on se quitte sur une dernière chanson, et puis pas des moindres, puisque dans le pré-générique de Dangereusement Vôtre, un pré-générique un peu kitsch, on va pas se mentir, et ben on pouvait écouter California Girls du groupe Beach Boys. On s'écoute ça, et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, allez au cinéma. Bonsoir, belle toile.